Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui arrivaient à l'agence qui ne savaient pas faire la différence entre un disjoncteur général, un compteur et le tableau électrique. De bien comprendre qu'est-ce que c'est un différentiel et un disjoncteur. Les différents types de ventilation, même basiques. Tout ce savoir-là, une fois qu'il est acquis, il simplifie tellement la création derrière. De comprendre que la différence entre un mur porteur et un mur de cheminée, par exemple. Moi, ça m'est arrivé qu'une dame ait acheté un appartement. Elle me dit, c'est bon, j'ai vu qu'avec un ingénieur, on pouvait ouvrir ce mur porteur. Et du coup, je vais pouvoir me faire un double salon. Je dis, écoutez, j'ai quand même un doute parce que ça ressemble quand même plus à des conduits de cheminée, quoi. Et puis on a regardé sur Google Maps, on a une bonne ligne de cheminée. Je dis, je suis désolé, mais ça va être un peu plus compliqué que prévu. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue dans mon Merci. podcast Secret d'Archi. Ça y est, j'ai trouvé un nom. C'est pas mal. Il était temps. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Partagé. Donc l'objectif de ce podcast, c'est d'échanger autour des métiers d'architecture d'intérieur, design d'intérieur, et avec une volonté de recevoir des architectes d'intérieur comme toi, des designers, des artisans, des fournisseurs, vraiment pour donner la parole à toutes ces personnes qui font ce métier de près ou de loin. Et peut-être aider les personnes qui nous écoutent, partager les conseils, les expériences. Voilà. Super. Donc Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors moi, je suis architecte et architecte d'intérieur. J'ai la double casquette. J'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué à l'École nationale supérieure des arts appliqués des métiers d'art, autrement appelé Olivier de Serres. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un diplôme d'architecte à la Villette, avec un petit passage en Amérique latine, au Chili. Aujourd'hui, j'ai mon agence depuis une dizaine d'années, après une première association qui avait duré 4-5 ans, avec un ami. Et on se dédie à 100% aujourd'hui à la réhabilitation, extension, surélévation de logements privés. Et qui est un choix absolument voulu, et l'enchaînement des différentes expériences que j'ai pu avoir, qu'elles soient en agence ou sur le précédent projet que j'ai pu avoir, de vraiment me dédier à 100% au logement privé, aux meubles, à l'optimisation, et d'être au maximum dans cette prestation de service du logement. Justement, du coup, l'avantage d'avoir cette double casquette, quand tu as des surfaces supérieures à 150 m², c'est toi qui interviens aussi en tant qu'architecte ou... Alors, oui, c'est un des cas de figure. Okay. Le principal, il est sur la crédibilité qu'on a face à un syndic, face à une copropriété qui nous donne tout de suite une assiette de respect et de distance du fait qu'on soit architecte et à l'ordre. Ça simplifie beaucoup de solutions, beaucoup de situations parisiennes pour des ouvertures de murs porteurs, pour des modifications de toiture, pour déposer une déclaration préalable de travaux, etc., qui ne vont pas être forcément nécessairement faites par un architecte. Mais le fait que ce soit déposé par un architecte à l'ordre avec les assurances correspondantes, etc., nous donne quand même une crédibilité notoire, quoi. Ah oui, tu sens que c'est plus facile dans les démarches. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu travailles quand même avec des bureaux d'études On travaille obligatoirement avec un bureau d'études en France. Pour un mur porteur, pour un plancher, pour quoi que ce soit. On est obligé, plus dans le cadre de l'ordre, finalement, qui nous oblige systématiquement à trianguler les responsabilités. Donc on a toujours notre décennale, la décennale de l'entreprise qui réalise les travaux, et la décennale de l'ingénieur structure ou des autres compétences d'ingénierie nécessaires. D'accord. Et du coup, pourquoi ? Parce que c'est vrai que souvent, on voit des architectes qui font ensuite un cursus archi d'intérieur. Toi, tu as fait l'inverse. Pourquoi avoir fait un cursus architecture après ? En réalité, c'est une évolution assez logique. J'ai eu la chance de découvrir assez tôt ma passion pour les arts appliqués. Au sens large, j'ai eu l'opportunité de faire un bac STI arts appliqués en Auvergne, à Clermont-Ferrand, avec une équipe de profs absolument extraordinaires qui nous ont donné des outils et une manière de penser qui encore aujourd'hui me porte. D'avoir des rencontres aussi qui m'ont permis de consolider tout ça et me donner envie d'aller plus loin. Olivier de Serres a été la suite logique de ce cursus de lycée.
À la fin d'Olivier de Serres, il me semblait logique d'une part de rejoindre mon ancien collègue et d'autre part de finaliser tout ce cursus. Et l'archi était le grade, on va dire, ultime. Et revenir à mes amours premiers, finalement, était tout aussi logique parce que c'est l'échelle déjà qui s'est offert à nous. Parce que moi je suis arrivé de Clermont-Ferrand, j'avais zéro réseau, j'avais rien qui pouvait me permettre d'aller répondre à des marchés publics ou d'avoir de très grands apparts. Donc en fait, on a commencé par des tout petits apparts, on a commencé par des sous-traitances pour des agences, pour des travaux de rendering, d'installation artistique, mais rien qui pouvait me porter à avoir des budgets colossaux ou quoi que ce soit, parce qu'on n'avait pas ce réseau-là. Donc on l'a construit, et c'est l'archi intérieur qui a été le premier terrain sur lequel on a pu s'exprimer au-delà de nos expériences d'agence. Et j'y ai trouvé à 100% mon terrain de jeu, quoi. Donc c'est une suite qui est absolument logique. Okay. Et pourquoi l'architecture d'intérieur? Parce que du coup, c'est vrai que tu as un parcours très artistique. Pourquoi t'être tourné vers ce métier plutôt que designer? Bon, alors après, vous faites quand même du design, mais d'autres métiers qui touchent à l'art. La dimension humaine, elle est hyper importante pour moi. Alors, c'est sûr qu'on sait qu'on répond à des gens qui ont déjà suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un architecte, pour pouvoir se payer des travaux, pour pouvoir se payer un appartement. On a bien conscience de ça, mais il y a une dimension sociale ou sociologique qui est assez importante dans ce métier-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans mes expériences passées. J'ai fait un diplôme mes deux diplômes, mon diplôme d'archi intérieur et mon diplôme d'archi sur le monde carcéral, par exemple. Et c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'étais peut-être déjà aussi dans l'optimisation, mais surtout dans les liens complexes que l'être humain peut avoir, quelle que soit sa condition. Et le bien vivre était quelque chose qui m'a toujours intéressé, quelle que soit l'échelle finalement. Et d'arriver à cette profession qui pour moi est une vraie prestation de service, qui est de répondre à une demande précise de quelqu'un qui a besoin de mieux vivre ou de régler les problèmes, les maux d'un bâtiment ou d'un appartement. C'est vraiment quelque chose qui m'a animé assez vite, où je trouve beaucoup plus de plaisir que dans la réponse à une page blanche ou à un projet qui sortirait nulle part. Alors j'ai mes danseuses que je réaliserai un jour, des projets justement de design mobilier, mais c'est toujours des choses qui me prennent plus de temps parce qu'il n'y a pas de contrainte finalement. Ouais. Et que la contrainte, voire l'ultra-contrainte de la taille, de certains murs, de la morphologie d'un appartement, c'est vraiment les challenges qui m'animent et qui animent l'agence aussi, parce que c'est quelque chose que j'essaye de diffuser au sein de l'agence et que toute l'équipe soit animée par cet exercice-là et par le volet qui est fondamental, qui est de servir une prestation à un client. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est vrai que vous êtes très spécialisé du coup, dans le privé, le sur-mesure. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers cet aspect-là du métier plutôt que de faire de la scénographie ou alors carrément de l'hôtellerie, des ERP? Encore une fois, c'est cette relation vraiment directe à une réponse précise, de travailler avec l'argent des gens directement et pas l'argent d'une société. Enfin, il y a un rapport qui est très bizarre, qui est aussi souvent pas spécialement aimé de mes confrères. C'est une partie du métier qui est pas forcément la plus adorée, on va dire. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, de répondre à ces réelles questions, de faire en sorte qu'un jeune couple trouve son meilleur endroit pour se projeter en tant que jeune couple, mais aussi en tant que parent, de celui qui cuisine pas et qui, parce qu'on va avoir dessiné une cuisine fonctionnelle, va se mettre à cuisiner, rééquilibrer. Enfin, des fois, c'est assez fou, mais on peut rééquilibrer un couple juste avec un espace qui fonctionne bien, quoi. De trouver le bon équilibre de l'intimité, la bonne distance avec un enfant, avec une chambre d'enfant, où est-ce qu'il joue. Enfin, toutes ces questions-là, finalement, c'est celles qui m'animent plus que la scénographie d'un lieu
commercial ou d'un lieu théâtral ou d'un lieu de restauration, etc., qui seront peut-être des sujets qui me passionneront plus tard. Aujourd'hui, l'ADN de l'agence est vraiment centré sur ces sujets-là. Et c'est les questions auxquelles on aime répondre. C'est vrai que quand tu parlais des confrères, souvent le particulier est considéré comme la contrainte la moins évidente parce qu'on touche à l'émotionnel, à leur argent, comme tu disais, quand c'est Bien l'argent sûr. du client, les décisions sont Et il faut en faciles. parler. Et c'est vraiment des choses qui sont fondamentales, qu'il faut réussir à expliquer, à déjà annoncer ses honoraires, à verbaliser tout ce qui est de la transaction d'argent de eux vers nous, de eux vers l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là? Quel est le volume qu'on a pour bien penser le projet? Donc d'avoir la bonne enveloppe au départ pour essayer d'être le plus juste possible. Donc il y a pas mal de clichés qui doivent tomber, on essaye de dépenser le plus, ou non, on essayera de faire le meilleur projet. Donc forcément, le meilleur projet va peut-être aller vers l'enveloppe la plus haute, mais pour le meilleur projet, pas forcément pour dépenser plus. Et le vrai but dans tout ça, il est de gagner la confiance avec son client et d'en faire un partenaire pour le projet. En fait, nous, on est ceux qui savent dessiner et ceux qui savent amener la réalisation à son terme. Donc le but est vraiment de créer la meilleure équipe dès le début, le plus tôt possible, pour qu'on arrive à ce meilleur résultat. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de confrères qui ne vont pas être vraiment dans cette dimension-là ou qui vont chercher le privatif, mais plutôt dans une dimension luxe pour avoir les mains libres. Et moi, finalement, les mains libres, ce n'est pas là où on travaille le mieux. C'est vraiment dans la contrainte. Alors bien sûr que on a une limite de budget, en dessous on ne sait pas faire, parce qu'on va être dans quelque chose de pas très logique en fonction des demandes. Donc il faut effectivement que toutes ces choses-là soient calibrées. Mais pour moi, un exercice, il naît par la contrainte, clairement. D'accord. Okay. Et celle-ci, on l'aime bien. Et comment tu as commencé à trouver des clients? Parce que surtout qu'en plus, toi, tu venais de Clermont. Quand on n'est pas de la déjà, quand on est dans la région parisienne, c'est pas simple de se faire un réseau. Mais alors, quand on n'y est pas, quels ont été vos premiers projets? Comment vous avez fait pour les trouver? Premier projet, ami d'un frère de mon ancien associé. Projet assez rigolo d'ailleurs, parce qu'on a fait un appart totalement noir, du sol au plafond. Ok. C'était assez. On a commencé le premier projet qu'on a fait avec du coup notre première agence qui s'appelait Hold Up. On était un beau parce qu'on a vraiment fait un appart noir du sol au plafond. Ok. Donc c'était une ref un peu marquée pour commencer. Oui, c'est clair. Mais c'était une toute petite surface et un des actes forts qu'on a pu faire, c'est d'enlever la cuisine de son emplacement, d'en faire une micro dans la salle principale et de faire un lit haut à l'intérieur de cette cuisine qui prenait toute la place de la cuisine. Et c'est là qu'on a compris que le moindre centimètre cube, finalement, allait être notre terrain de jeu, quoi. Et en fait, on a commencé comme ça, avec des petites relations, des petits projets, puis on a eu quelques projets un petit peu plus grands, mais souvent petits. Et en fait, c'est ça qui nous a mis dans cette école intensive de l'optimisation, quoi. Ouais. Et qui nous a de fait derrière apporté quelques publications et qui a mis un peu en route cet attrait de nos clients suivants aux réponses pertinentes qu'on pouvait avoir d'un lit sur poulie pour gagner un bureau en dessous, de cacher un dressing derrière un renfoncement de cheminée, d'optimiser au maximum, tout ce qui est exploitable, quoi. D'accord. Et de fil en aiguille, après, un projet en a appelé un autre. C'est comme ça que vous êtes construit. Exactement. Ouais. Et donc après, évidemment, le site internet, les réseaux sociaux, les réseaux passés aussi, parce que l'école aussi nous a donné des opportunités à l'étranger, des opportunités à Paris, des savoir-faire aussi, qu'on fait intervenir maintenant sur nos projets. Et en fait, oui, la toile s'est tissée au fur et à mesure. Aussi et surtout parce qu'on a très vite trouvé un entrepreneur de qualité avec qui on travaille toujours, ça fait plus de 10 ans. Tout corps d'État Tout corps d'État, ouais, et avec qui en fait on a appris à travailler ensemble. Alors c'est pas tous les jours facile, mais c'est une relation d'une extrême qualité, qu'elle soit professionnelle ou humaine.
qui nous mène aujourd'hui à avoir plus de 100 références sur Paris et d'être fiers de toutes ces références-là. Et non sans vague, mais ça fait partie du taf, quoi. Et la complémentarité de cette bonne réalisation, nous, de s'efforcer à avoir cette meilleure qualité de service pour nos clients et d'être le bon médiateur entre ce qui fait très peur aux gens, l'entrepreneur qui va pas revenir, qui va pas terminer, et l'architecte qui va dessiner des folies qui va coûter très cher. Nous, d'être au centre de ça et d'essayer de faire quelque chose, de vendre ce service qui soit le plus juste possible, c'est ce qui, dans le temps, nous a donné ces bonnes références, ces bons avis d'anciens clients, et qui fait que, au fil du temps, on gagne par notre crédibilité, en fait, et par la bonne réalisation de notre travail, ce qui est pour moi le meilleur des succès et le but de l'aventure que j'ai avec l'agence, quoi. Ouais. De toute façon, c'est vrai que quand on lance son agence, le maître mot, c'est vraiment la patience, quoi, parce que c'est comme tu dis, il y a la toile qui se construit au fur et à mesure. C'est le premier projet qui détermine aussi beaucoup. Oui, ça peut l'être. Il y en a qui vont faire un gros coup et ça arrive et tant mieux pour eux. C'est pas toujours le cas et on n'a pas toujours le réseau et c'est pas parce qu'on n'en a pas que tout ça est voué à l'échec. Clairement pas. C'est une position, c'est un choix, c'est une vision aussi. Chose que moi, j'ai pas forcément eu parce que notre formation, qu'elle soit en art appliqué ou qu'elle soit en archi, on nous forme pas tant que ça à être entrepreneur. Ou en tout cas, maintenant avec le recul, je me rends compte que si, il y avait des cours, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Et je le regrette vraiment, mais en fait, je me rends compte que l'école, c'est pas forcément, enfin, on n'a pas la maturité suffisante pour absorber ce qu'on nous donne la plupart du temps. Et que aujourd'hui, moi, je retournerai à l'école en tant qu'étudiant, je serai sur les premiers fauteuils et je boirai les paroles de mon prof. Mais à 20 ans, on n'est pas préparé à absorber tout ça. On n'a pas cette capacité à se projeter dans qu'est-ce que c'est une entreprise et de comprendre qu'on doit être à la fois, en tout cas dans le cas de gestion d'agence, on doit être autant créatif que gestionnaire, que RH, que presque comptable à certaines échelles, et que ça nous demande un panel de savoir-faire qu'on ne mesure pas une seule seconde quand on se dit « Ah tiens, je vais monter une agence ». Ouais. Ça, c'est toujours le très, très loin. Ouais. Et encore aujourd'hui, moi, je me découvre des besoins qui deviennent des savoir-faire parce que je n'ai pas le choix. Et c'est génial, c'est super. Ouais, c'est vrai que les cours un peu gnangnan qu'on a à l'école, la compta, la fiscale, juridique, c'est vrai que c'est ceux qu'on met de côté. Et ils sont importants en grandissant. Et ceux qui vont réussir à absorber ça et à le digérer et à comprendre qu'il faut un business plan, qu'il faut provisionner des sous, qu'il faut avoir de l'ambition aussi. Moi, je me rappelle du jour où j'ai pris mon local. Ça faisait 6 mois, 1 an que je bossais chez moi. Avant, on avait eu des locaux avec mon ancien projet. Mais le jour où je me suis dit, je vais prendre un vrai bureau, pignon sur rue, etc., ça va me coûter tant. Mais jamais je vais pouvoir payer ça. Je suis toujours limite. Le jour où je l'ai pris, ça s'est automatiquement provisionné. Et la volonté d'avoir plus, elle était là. Et j'ai jamais eu à souffrir de l'impact du coût de mon loyer des mois qu'on suivit jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Parce que c'est des choses qui s'intègrent dans la motivation globale et qui font aussi que les clients, ils ont une agence, il y a des échantillons, il y a une âme, il y a tout ça. Ça convainc encore plus et ça assoit encore plus des honoraires qui vont être à tel prix et ainsi de suite. Donc en fait, tout ça, ça se construit, ça se projette et c'est pas... on jette pas les dés comme ça. Mais au début, on l'a un peu fait comme ça. Mais c'est vrai que souvent, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on se dit j'ai pas les moyens, donc je ne fais pas. Plutôt que de dire ça coûte tant, faut que je me donne les moyens de pouvoir faire ça. C'est vrai qu'on se met des plafonds de verre. Et étonnamment, les arts appliqués, pourtant qui portent bien leur nom,
c'est d'appliquer l'art, forment pas vraiment, j'ai l'impression, à cette vie-là, quoi. Ou en tout cas, n'arrivent pas à donner la maturité des étudiants, ou difficilement à se projeter dans ça. On est encore, mais bon, ce que je le vois, parce que là, c'est ce que je vis en ce moment en tant qu'enseignant. On est vraiment dans la méthodologie de projet, dans apprendre à créer, dans se projeter soi-même et projeter une idée, de l'aboutir à son maximum. Donc on est encore très loin de projeter un projet d'agence, quoi. C'est très très loin. Ouais, mais c'est vrai que j'en parlais encore il y a quelques jours avec une amie qui sort de Camondo. Et c'est vrai que j'ai reçu une invitée, Amélie, qui sort de Penningen. Et le constat est globalement assez le même. C'est que, comme tu dis, quand on sort d'école, on nous apprend à pousser la conception, le concept architectural, décoratif, etc. Vraiment orienté art. Mais qu'in fine, l'aspect business, on ne l'a pas du tout. Même ne serait-ce que la partie gestion de projet. Finalement, en sortant d'école d'archi, on ne l'a pas toujours, quoi, parce qu'on ne nous l'apprend pas, en fait. Oui, c'est sûr. C'est aussi pour ça que c'est fondamental de travailler le plus tôt possible, de faire des stages, ceux qui sont obligatoires et tous ceux qui ne le sont pas, mais qui doivent être faits absolument. Parce que de toute façon, la valeur ajoutée sur un premier emploi, c'est ce qu'ils vont savoir faire en vrai. Moi, quand je reçois des CV, je regarde peut-être rapidement l'origine de l'école et de la formation, mais le diplôme, est-ce qu'il a réellement une importance? Pas tout le temps. Ce que je veux savoir, c'est quel niveau ils ont dans les outils. Est-ce qu'ils vont être en capacité de produire? Et dans la perspective de leur donner le plus d'autonomie possible rapidement, parce qu'en fait, plus on maîtrise les outils, c'est valable pour tout. Plus on maîtrise le code, plus on peut s'en affranchir. Donc, la capacité qu'un jeune professionnel peut avoir à répondre à un besoin dans une agence, il va difficilement l'acquérir à l'école. Il va l'acquérir parce qu'il aura fait 2-3 stages, qu'il va se rendre compte de la manière dont il faut réagir quand il y a une demande, comment il faut se positionner, comment il faut être volontaire, mais en même temps se faire respecter, parce que l'idée, c'est pas non plus de charreter tout le temps et d'avoir la mauvaise position. Il faut juste savoir être en capacité d'offrir un bon savoir-faire. Et ça, souvent, c'est un bon cursus d'école et le maximum d'expérience professionnelle aussi, quoi. Et justement, toi, tu enseignes aujourd'hui du coup à l'ENSAMA, donc tu enseignes quelle matière en particulier? Alors, le nom du cours s'appelle Recherche et Innovation, mais en réalité, je leur enseigne plutôt la vraie vie. Ok. Donc, non, il y a une dimension de cours de techno, mais plutôt que de leur apprendre de la structure ou des choses que j'ai peut-être un peu appris en archi, je vais leur apprendre à reconnaître ce que c'est un tableau électrique, une évacuation, comprendre quand on rentre dans un bâtiment, comment il est chauffé, comment il tient, où est-ce que sont les évacuations, pour qu'ils aient la meilleure lecture, en fait, et que tout ça qui sont des éléments basiques soit des acquis. Mais on fait aussi un cours sur le bois où je vais ramener des échantillons sur les carrelages, sur les revêtements de sol, pour qu'on voit, qu'on choisisse, qu'on se rende compte, qu'on fasse des familles, qu'on s'approprie en fait ce savoir, que ce soit pas juste de la data qui devient vite informelle en fait, mais qu'on puisse, je me suis rendu compte qu'il y avait plein, même des gens qui arrivaient à l'agence qui savaient pas faire la différence entre un disjoncteur général, un compteur et le tableau électrique. D'accord. De bien comprendre qu'est-ce que c'est un différentiel et un disjoncteur, les différents types de ventilation, même basiques, et qu'en fait, tout ce savoir-là, une fois qu'il est acquis, il simplifie tellement la création derrière, de comprendre que la différence entre un mur porteur et un mur de cheminée, par exemple. Moi, ça m'est arrivé qu'une dame ait acheté un appartement. Elle me dit, c'est bon, j'ai vu qu'avec un ingénieur, on pouvait ouvrir ce mur porteur. Et du coup, je vais pouvoir me faire un double salon. Je dis, écoutez, j'ai quand même un doute parce que
ça ressemble quand même plus à des conduits de cheminée, quoi. Et puis on a regardé sur Google Maps, on a une bonne ligne de cheminée. Je dis, je suis désolé, mais ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est quasiment impossible d'ouvrir un conduit de cheminée. Parce qu'il faut convaincre tous les copropriétaires qui y a en dessous. Pas oui, qu'on ouvre elle était son dans mur. un appartement. Ouais. Ah oui. Pas qu'on ouvre un mur porteur qui ne concerne personne à part la structure générale de l'immeuble. C'est tous les conduits qui potentiellement ont été utilisés pour d'autres choses. Donc elle n'a jamais ouvert son mur. Donc d'avoir cette lecture-là, c'est ce qui nous donne de la pertinence. Et du coup, ce que je leur enseigne, c'est cette vision en fait très pragmatique. C'est aussi, on commence tous les cours par quelque chose que j'ai piqué à la prof de maternelle de ma fille, qu'ils appellent le quad neuf. Et en fait, on fait une prise de parole libre sur tout ce qu'on a pu voir dans la semaine passée, des expos, une musique, un film, n'importe quoi, mais qui est vraiment dans un but, on va dire, pédagogique et stratégique, qui est de prendre la parole et de s'échauffer. C'est l'échauffement avant le cours, en fait. Et du coup, les étudiants ont pris l'habitude, toutes les semaines, ils savent qu'il vente, qu'il pleuve, on va raconter ce qu'on a fait, qu'il y ait une grosse charrette ou pas. Il y en a forcément un ou deux qui a fait un truc intéressant et ça nourrira les autres et ça va donner une dynamique. Et à chaque fois, c'est un terrain pour parler. T'as vu tel bâtiment, c'est quel archi, c'est quel mouvement. Et puis on essaye de tirer les ficelles pour nourrir des discussions. Et l'autre casquette, c'est le suivi de projet, parce que pour les DSA 2, du coup, ils passent leur diplôme dans 2 semaines. Et du coup, c'est de l'assistance technique, projet, à côté de l'atelier. Ils ont 2 jours d'atelier, ils ont une journée d'atelier complète. Et moi, je suis en dehors du staff projet. Donc, je ne suis pas tuteur de diplôme, mais je vais être là pour leur solutionner, trouver des nouvelles pistes, essayer d'apporter des réponses soit techniques, soit esthétiques, de les amener le plus possible à aboutir le projet dans une identité la plus pertinente possible. Et puis les motiver surtout, en fait. D'accord. Parce que les projets qu'ils ont, c'est eux qui les choisissent. Là, cette année encore, oui. L'année prochaine, ça va changer. Enfin, le thème et le fond, c'est eux qui le choisissent. La question, en fait, le terrain qu'ils vont mettre en place, c'est eux qui choisissent. L'année prochaine, j'ai cru comprendre qu'une zone était définie, qu'ils allaient avoir un certain nombre de sites, ce qui va leur donner un peu plus de liberté, dans le sens où ils vont avoir les plans des bâtiments et tout. Là, il y a quand même beaucoup de travail en amont qu'ils doivent faire pour trouver le bâtiment, trouver les plans. Parfois, ils les ont pas, ils doivent les dessiner. Donc, ça pose beaucoup de questions et ils perdent beaucoup de temps sur cette partie-là. Donc là, a priori, l'année prochaine, les choses vont un peu changer là-dessus. Mais globalement, oui, c'est eux qui sont maîtres de la question jusqu'à la réponse. Donc c'est vraiment un projet qui est conséquent. Ouais. Donc des fois, il y a des énormes doutes de pourquoi je suis parti là-dessus, pourquoi j'ai pris ce bâtiment et tout. Donc il faut aussi les galvaniser dans leur choix et leur dire non, si vous êtes là, c'est qu'il y a un moment où les choses ont été claires. Les choses étaient évidentes pour vous. Vous avez dû poser les bons arguments pour arriver jusque-là face à vos profs. Donc c'est pas le moment de baisser la garde, quoi. Et il faut continuer, il faut mettre votre savoir-faire en jeu pour avoir la meilleure réponse. Donc c'est vraiment super intéressant en tant que professionnel d'avoir l'opportunité de pouvoir transmettre comme ça et aussi de recevoir la manière de créer des jeunes générations. C'est hyper enrichissant. Et les jeunes qui sortent d'école, notamment les élèves que tu as, il y en a beaucoup qui lancent leur agence ou souvent ils passent par des agences Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Je pense que peut-être en design produit un peu plus, des graphistes aussi. En archi intérieur, c'est pas évident, quoi. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui partent en freelance et qui vont peut-être pouvoir répondre un petit peu à des demandes directes. Mais globalement, je pense que il y en a quand même qui continuent, soit en archi, soit dans les masters spécialisés de l'ENSAMA et d'autres écoles. Mais là, sur la promo, il y en a quand même beaucoup qui ont envie de bosser. D'accord. Une grosse majorité qui ont envie de bosser. Okay. Et je trouve ça bien, parce qu'ils ont déjà un bon bagage. Ils sortent d'une des meilleures écoles françaises, voire européennes. Donc voilà, ils sont
Maintenant, il faut qu'ils se confrontent à la réalité, quoi. Ouais, surtout dans ces métiers-là où, pour le coup, le terrain est hyper important, parce que c'est là où tu apprends beaucoup. Tu apprends tout, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le gros avantage de faire une école comme ça et d'avoir le temps de le faire, c'est que on a le temps d'exercer tous ces muscles à avoir des réflexes créatifs, à avoir une capacité à être réactif à une question et à y répondre de manière la plus pertinente possible, très rapidement, d'avoir tous ces outils qui soient informatiques ou de dessin. Enfin, il dessine encore beaucoup. Je suis halluciné par certains coups de crayon qu'il peut y avoir, quoi, de croquis. C'est génial qu'il y ait encore cette activité du dessin. C'est super. Et il y a vraiment des gens qui sont... c'est impressionnant, quoi. Et c'est... Un des outils où certaines personnes vont l'avoir complètement délaissé, mais sur un chantier, comment on fait pour exprimer une idée ? C'est un crayon et c'est tout, quoi. Ou une craie ou n'importe quoi sur un bout de mur. Il faut être capable de parler avec un menuisier, un plaquiste pour lui dessiner le truc. Et si on n'a pas ce vocabulaire qui est quand même relativement universel, on pêche, quoi. Ouais, c'est clair que les logiciels sont presque omniprésents aujourd'hui. Mais comme tu dis, il y a cette importance de savoir exprimer l'idée qu'on a en tête quand même. Et même en termes de... Je trouve qu'un dessin, c'est nettement plus chaleureux qu'un rendu 3D. Quand même, le rapport est différent, je trouve, quand tu as dessiné ton croquis de ton projet que quand tu montres une vue 3D, Rhino, SketchUp. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai pas fait... Enfin, on a fait de la 3D très tôt. Okay. À l'école, on a fait des images pour des agences, on faisait beaucoup de 3D dans mon premier projet. Et quand j'ai relancé Bernard Architecte, je n'ai plus du tout fait de 3D. Et on faisait que du croquis, que du plan. Et ma théorie, c'était on fait le plus sec possible pour que justement il n'y ait pas de digression sur tel ou tel truc. On a un plan, c'est factuel, un croquis pour expliquer plus et c'est tout. Au bout d'un moment, on a fait rentrer la 3D et on s'est rendu compte que ça nous avait quand même libéré de certaines incompréhensions. Et en fait, ça illustre assez bien la chose, c'est que tout ça, c'est des outils. C'est juste que entre moi, le début de ma formation, où on était avec des Tria et des Rotring, je ne sais pas si je dois citer une troisième marque, mais en gros, on était avec du calque, quoi, à apprendre à dessiner comme ça. On a été très friands de la 3D quand c'est arrivé, mais on a appris à dessiner comme ça. C'est juste que AutoCAD, Archicad, 3ds Max, SketchUp aujourd'hui, tous les moteurs de rendu qui font des images incroyables en 15 secondes alors qu'on mettait 12 heures pour faire une image avec 3ds. Aujourd'hui, c'est juste des outils de plus. L'intelligence artificielle, ça l'est déjà, mais c'est un outil qu'on va devoir apprendre à s'approprier pour en faire quelque chose de bien. Et on a bien vu que le début des 3D a juste fait des projets relativement moches parce qu'on ne maîtrisait pas l'outil. Et souvent, on voit aussi que les étudiants, et nous aussi à certains moments, quand ces nouveaux outils arrivent, en fait, la création, elle se bride à la capacité d'utiliser l'outil. Oui, ça, c'est horrible. Ouais. Donc, pour moi, chaque chose a son terrain. Et c'est clair qu'aujourd'hui, une 3D un peu poussée, elle va être très lisible par un client et mon croquis va être très lisible par mon menuisier. Ouais. Et en fait, est très lisible dans la rapidité. Et en fait, chaque outil, il va être à utiliser au bon endroit et au bon moment. Et à partir du moment où en fait, on a cette maîtrise des différents outils, on est en capacité de pouvoir sortir le crayon quand il faut, la 3D rapide quand il faut, la 3D poussée pour un autre moment. Et en fait, c'est cet équilibre-là qui fait qu'on devient de mieux en mieux et qu'on devient un professionnel complet, ou en tout cas le plus complet possible. Je pense qu'on n'est jamais... le top s'acquiert et c'est plus une quête qu'une finalité. Mais du coup, pour les étudiants, ce qui est vachement bien dans ces écoles, c'est qu'ils maîtrisent un maximum d'outils. Et
le dessin fait encore partie de tout ça. Et après, c'est comment on va transformer l'essai avec tous ces outils-là. Mais moi, je me rappelle très bien qu'à l'école, je partais la boule au ventre pour les cours de nu parce que mon dessin œil-main fonctionnait très mal. J'avais énormément de mal à dessiner ce que je voyais. Et mon ancien associé, Guillaume Jounet, lui, dessinait, mais un niveau de perfection du muscle, de la main, de la tension, ça vibrait quand il dessinait, quoi. J'étais jaloux, moi, je n'y arrivais pas, quoi. C'était horrible. Et le premier jour où j'ai réussi à dessiner sur mon carnet de croquis, je me rappellerai toujours, c'est les cheminées de la Pedrera à Barcelone, de Gaudi. Et je dessinais, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, waouh, ça y est, j'y arrive, quoi. Mais par contre, le lien tête-main, ça, je l'ai eu assez vite. Donc, de dessiner une idée, j'y arrivais. Donc, en fait, il n'y a pas de frustration à avoir. C'est pas tant... Et le dessin juste n'est pas forcément la bonne raison, la bonne solution. C'est juste de réussir à exprimer les choses. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir, je dessine bien ou pas bien. C'est qu'il y a des codes, il y a des manières d'exprimer les choses. Et le but est d'être compris. C'est le seul but. Ouais, puis souvent, on se met des freins, on se dit... je vais pas faire archi d'intérieur parce que je sais pas du tout dessiner. Ou je suis nul en maths. Ouais, voilà, oui, ça on l'entend beaucoup aussi, je suis nul en maths. Ouais. Non, c'est faux. Alors que on peut très bien se lancer. Et c'est le principe même de l'intelligence, c'est de savoir s'adapter à une situation. C'est pas d'avoir un savoir pléthorique de tout. Après, c'est sûr que encore une fois, plus on sait, et plus on va pouvoir prendre les chemins de traverse. Mais c'est vraiment des métiers où il faut savoir être intelligent. Donc, c'est de savoir faire du judo avec les choses, quand on n'est pas très bon là-dedans, on va mettre le paquet sur autre chose, et inversement. Donc non, il n'y a pas Le principal, c'est l'appétence au sujet et la curiosité. C'est ça qui est fondamental. Ah non, c'est clair. Mais c'est vrai que aussi, je trouve quand tu maîtrises toi-même, quand on parlait des outils, moi je comprenais pas pendant mes cours pourquoi on nous demandait de faire des plans avec les calques, de les faire à la main, et je me disais non mais on a 1 milliard de logiciels qui nous permettent de faire ça, pourquoi nos profs nous imposent ça? Et en fait c'est vrai que c'est tout bête, mais quand tu maîtrises le principe des calques à la main, AutoCAD ça vient tout seul en fait. Bien sûr. Tu comprends complètement comment fonctionne l'outil en fait. Oui, bien sûr, et comme la rigueur ou l'organisation n'est pas quelque chose d'évident quand on est étudiant, là, moi, je leur ai expliqué comment moi j'organisais mon AutoCAD, les calques, jusqu'à comment j'organise mes dossiers sur mon Drive, et de leur dire, moi, j'ai passé du temps à faire mes templates de toutes mes présentations, à faire des blocs dynamiques de tous les blocs que j'ai besoin sur AutoCAD, pour que mon travail et celui de l'équipe qui travaille pour moi soit la plus cadrée et la plus rapide. Et que plus j'ai d'outils et plus j'ai cadré, j'évite que ça parte comme ça, que la typo soit pas la bonne, qu'il y ait une vague dans le chartage, qu'on ait 10 cm de moins que prévu parce que les tailles sont pas bloquées. Nous, nos lits, on a une ligne tout autour qui est orange qui dit tu me mets pas un meuble à plus que ça. Si tu me le mets dans cette zone-là, va falloir qu'on le justifie parce qu'on est sur une limite qui est... Donc tout ça, c'est de l'assistance au dessin. Et c'est ce qui nous permet d'être plus efficace, parce qu'une cuisine, on peut te la dessiner extrêmement vite, parce que tous nos blocs, ils sont tout faits, tout, on change. C'est des plaques, un évier avec égouttoir, pas d'égouttoir, tiroir, pas de tiroir. Ça nous donne un premier draft, et on va pouvoir affiner. Est-ce qu'on met l'évier là? Est-ce qu'on met un meuble de vin? Qu'est-ce qu'on met à côté pour qu'on ait... Mais le premier jet, il est très rapide, parce qu'on a les bons outils pour le faire. Ouais, c'est vrai que tout est automatisé et quand tu travailles en équipe, c'est encore... Mais on les a fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'as pas le choix. Ils ont été faits. Et les blocs, c'est moi qui les ai faits. Tous les blocs, en grande partie, à l'agence, c'est moi qui ai fait les blocs. Ouais. C'est un travail monstre, mais qui est nécessaire. Je me suis arraché les cheveux pour faire mes gabarits. Mais maintenant, après, une fois que... peu importe le projet, tu utilises et tu dupliques, quoi. C'est hyper efficace derrière. C'est clair. Et tout à l'heure, tu disais, forcément, tu as eu des vagues pendant tes expériences. Est-ce que tu as des projets concrets qui ont été plus difficiles et comment tu as géré la situation? Oui, on a des projets, qui roulent tout seuls et qui sont incroyablement fluides. Et puis on en a qui sont plus compliqués.
Et ça fait aussi partie du métier. Encore plus dans le privé, encore plus quand on... Enfin, ce qu'on disait au départ, hein, de travailler avec l'argent des gens, il y a cette relation-là qui, du coup, est beaucoup plus intime et beaucoup plus... parfois délicate. J'aurais pas d'exemple particulier à donner pour pas discriminer les uns ou les autres, mais l'expérience mauvaise, elle est bonne in fine. Donc on a tous des projets casseroles, on en a un par an qui va traîner, qui va être plus compliqué qu'un autre, soit dans le cadre de la relation humaine, soit dans le cadre parfois, on se dit mais c'est pas possible, il y a une poupée vaudou sur le projet. Mais le but, c'est le résultat final, là, pour le coup. Et que moi, quel que soit le sujet, quelles que soient les dissonances qu'il peut y avoir entre entreprises clients, entre clients et nous, les tensions qui peuvent se créer entre l'entreprise et moi aussi, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que c'est des choses auxquelles on doit faire face et on doit amener le projet à bien. Quelles que soient les conditions. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis des filtres en amont. Okay. Et qu'on a sectionné nos différents contrats pour avoir un premier contrat d'études préliminaires où on va faire que les esquisses, estimer grosse maille le projet. Et on a une fin de contrat à ce moment-là. Et ensuite, on va se lancer dans le contrat de maîtrise d'œuvre où on va avoir là un suivi intense, etc. Et moi, ce premier contrat, je le vends comme une première approche, comme la validation des plans et de l'enveloppe, mais aussi comme la consolidation d'une équipe. Et que c'est à ce moment-là, à la fin de ça, que je veux qu'il y ait un terrain de confiance. Et nous, ça nous est arrivé de stopper. Des clients nous ont dit, bon, stop, finalement, on a ce qu'il faut. Soit parce qu'ils avaient ce qu'il faut et qu'ils avaient l'autonomie pour le faire et qu'ils ne voulaient pas payer plus, soit parce que, tout simplement, on n'a pas fité. Voilà. Oui, donc tu fonctionnes par Mais phase. ça nous est aussi arrivé de dire, écoutez, à ce stade-là, nous, on ne se projette pas de continuer avec vous et on ne va pas donner suite à un nouveau contrat. D'accord. Et c'est ce qui nous permet, à nous aussi, de nous protéger là-dedans, parce que c'est aussi hyper intense de passer un mauvais projet. Et on en a. On en a. On apprend à faire avec. Et les contrats, tu les as rédigés avec un avocat ? Ouais. Au début, on travaillait avec les contrats de l'ordre. Oui, c'est vrai, ils en donnent, ouais. Et là, au bout d'un moment, on a fait appel à un avocat qui nous a rédigé de manière un peu plus précise pour adapter un peu plus à nos conditions, parce que maintenant, c'est exactement ce qu'on fait. On n'est plus il y a beaucoup moins de variables, quoi. Donc, on peut avoir un contrat qui est assez précis, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est justement l'aspect juridique, responsabilité, c'est toujours un peu quand tu te lances, c'est le truc qui fait le plus peur, parce que quand ça roule, c'est bien, mais au moment où il y a un pépin et où tu te retrouves c'est sûr. au tribunal, t'es bien content de t'être protégé, quoi. C'est sûr. Alors, c'est aussi des choses qu'il faut provisionner. Hein. Le coût d'une assurance, c'est cher. Conséquent. D'autant plus quand on est archi, parce que du coup, nous, on est forcément obligé. À la MAF ou des grosses assurances comme ça, et qu'on on assure au pourcentage des travaux, donc c'est conséquent, ce qui veut dire aussi qu'il faut se battre pour avoir des honoraires proportionnels à ça, parce que si on répond trop bas, à la fin de l'année, il faut quand même payer au prorata des travaux qui ont été réalisés, pas des honoraires touchés. Donc si nos honoraires ne correspondent pas à ça, qu'il n'y a pas cette petite provision pour payer ça, ça peut faire mal, quoi. Et tu disais, du coup, quand tu es architecte, tu dois avoir une assurance bien précise. On a une assurance décennale. Alors, il y a plusieurs prestataires qui font les assurances d'architectes, mais on ne vous impose pas non, on ne nous impose pas l'assurance, mais bon. Ouais. Voilà. Et en l'occurrence, la MAF est là pour répondre à tout ça avec les assistances juridiques, avec toute la force de frappe qu'ils ont, parce qu'ils couvrent les plus grands architectes. Nous, on est tout petits, mais on a un très bon prestataire pour ça, quoi. Et du coup, ils couvrent en fait les deux aspects de ton métier, la partie architecte et architecte d'intérieur. Alors, je crois qu'il y a l'Euromaf pour l'architecture d'intérieur.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais toi, il couvre. Ah oui, vous avez 2 assurances. Mais nous, en tout cas, non, nous, en tout cas, oui, on n'a qu'une Oui, assurance voilà, c'est ça. décennale et tout ce qu'on déclare, on le déclare comme un projet d'archi. Ouais. Donc, je pense que même aussi, je paye un peu plus, finalement, ne serait-ce que pour ça. Mais je déclare tous mes projets comme des projets Ah oui. assurés pendant 10 ans, ce qui, en soi, est une charge, mais c'est aussi une sérénité, quoi. Parce que je sais que je suis couvert s'il y a la moindre chose. Et souvent, enfin je crois que ça a été une fois, on a été inquiété parce qu'il y avait une question globale et qu'ils sont allés chercher les 10 personnes qui ont fait des travaux sur les 15 dernières années dans un immeuble et qu'ils ont donné 5% à chacun de responsabilité parce qu'en fait, ils ne savaient pas réellement où était le sujet. Mais en soi, c'est assez rare, à part des grosses bêtises, que la décennale rentre en jeu, quoi. Ça va plutôt être des sujets de réalisation, d'exécution. Encore une fois, sur les projets qui me concernent, quand on construit des immeubles, c'est pas le même sujet, quoi. Ouais, c'est clair. Okay. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des architectes d'intérieur, soit qui sont déjà dans le métier, qui commencent, ou même qui sont déjà bien dedans, ou des personnes qui souhaitent se lancer? C'est un peu le résumé de ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut un maximum de rigueur et de bien projeter ce qui est possible de projeter, mais en tout cas l'ambition qu'on veut se donner. Est-ce que c'est une petite agence? Est-ce que c'est juste une prestation de service? Est-ce que c'est à terme une moyenne ou grosse agence? Quelle force de frappe on va mettre en œuvre le plus tôt possible? Et que parfois faire un prêt, c'est plutôt une bonne idée pour s'alléger et se mettre le bon objectif. Donc d'une part, d'être le plus rigoureux possible pour projeter ça, et d'autre part, de se nourrir le maximum possible de tout ce qui s'offre à nous, d'autant plus à Paris. Donc se faire toutes les expos, se lire tous les bouquins, aller voir tous les concerts, toutes les pièces de théâtre possibles, parce qu'en réalité, c'est ça qui nous nourrit, quoi. C'est ça qui fait que on va... Enfin, on dit souvent les enfants sont des éponges, mais on l'est aussi, quoi. Et d'être le plus actif possible là-dedans, dans se nourrir de... en plus, c'est infini ce qu'il y a à Paris, en tout cas pour ceux qui sont à Paris. Mais en région, c'est pareil. Enfin, il y a des fracs, il y a des collections privées. Enfin, de vivre le plus possible au travers de la culture, je pense que c'est ça qui nous nourrit, quoi. Et c'est fondamental. Et souvent, on l'oublie en disant « Ah, j'ai pas le temps, je bosse trop, etc. » Mais finalement, de prendre, et moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, prenez une demi-heure, allez voir une expo, même au pas de course. Mais de passer devant un tableau de Francis Bacon, de Jean Dubuffet, de David Hockney, ça te nourrit forcément. D'aller voir un théâtre au Bouffe du Nord, d'aller voir une expo d'art urbain, d'aller juste se balader dans la rue et d'essayer de comprendre comment tel ou tel bâtiment est fait, d'aller voir la Villa Mallet Stevens, d'aller voir le dernier bâtiment qui a été construit dans son quartier, c'est ce qui nous nourrit, quoi. Ouais, c'est vrai que l'inspiration, c'est primordial et je trouve qu'on le redécouvre quand on entre en école, en formation d'archi, parce qu'on nous apprend à travailler ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on le perd en grandissant. Moi, j'ai mon fils, il a 1 an et demi et il a constamment le nez en l'air et il regarde partout. Et nous, c'est vrai qu'en tant qu'adultes, on fonce et comme tu dis, en fait, c'est primordial l'inspiration. Moi, mes enfants, ils sont tous les week-ends au musée. Et finalement, c'est grâce à eux que j'y retourne. C'est en me disant, j'ai un devoir de les imprégner de ça. Et finalement, c'est depuis ça fait 6 ans, depuis le plus jeune âge de ma fille, on l'a emmené, puis on a amené notre fils. Et pour eux, Beaubourg, c'est leur cours de récré, quoi. Donc puis c'est sain. Oui, c'est relativement sain. Mais on les a habitués à ça. Moi, je m'y suis réhabitué aussi et j'y trouve un bonheur, mais profond, quoi. Et ça m'a redonné cette dynamique et de pouvoir le partager avec ma femme aussi et d'avoir ces moments vraiment d'imprégnation de ce qui a été fait ou de ce qui est en train de se faire. Finalement, c'est aussi le meilleur moyen d'être à la page, de ne pas être dans la copie, de maîtriser ses codes pour pouvoir en faire d'autres, d'être riche, quoi. C'est ça la richesse, finalement. Et justement, tu t'en inspires pour tes projets, t'arrives oui, sûrement. Enfin, ouais, moi, tu t'en rends pas compte, il y a beaucoup de... Là, il y a beaucoup de projets
ça va pas être quelque chose de littéral, mais ça va être un jeu, un volume, des fois un détail qui se règle mal. Ah, bah ça, tu vois, j'ai vu sur un projet des années 70 ou sur un truc art déco ou sur une toile, il y avait ce jeu de couleurs où il y avait cette juxtaposition, cette tension. J'aurais pas la prétention de dire qu'on insuffle des trucs très très précis et qu'on est vraiment sur des hommages à telle ou telle personne. Mais c'est juste que ça nous nourrit, quoi. Et clairement, ça alimente des choses, ça libère aussi un peu d'endorphine, je pense, d'être heureux de voir des choses, d'apprendre à les regarder. Et ça permet de fluidifier aussi des choses dans la création. J'en suis persuadé. J'ai pas d'abac sur le résultat de ça, mais j'en suis persuadé. Ah non, c'est clair. Je partage. Et que la culture est le meilleur des carburants pour une population. Enfin, on l'a vu, quelles que soient les époques, tous les gouvernements qui ont privilégié la culture s'en sont bien sortis. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est primordial. Merci beaucoup en tout cas, Rémi. Si jamais on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur les réseaux sociaux, Instagram, Bardin Architecte, sur Ooze, les plateformes, sur Sloft, et notre site internet www.bardinarchitecte.paris. Et voilà. On est actif comme il faut. On communique régulièrement sur tous les projets qu'on fait, sur les événements, sur les choses qu'on partage, les choses qu'on aime aussi, les expos. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Et encore merci d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.